Donc bonjour tout le monde. Donc on va attaquer la 7e vidéo de YouTubepedia. Et nous allons voir la suite du classement des objets célestes. Et nous allons découvrir la 48e position. Mais avant toute chose, normalement je devais faire un montage. Mais malheureusement mon logiciel de montage ne fonctionne pas ne prend pas en charge la vidéo, donc bon, du coup j'ai laissé tomber. Et puis en plus, avec toutes les vidéos de polonais, c'est un peu compliqué. J'ai pas forcément le temps. Donc je vais en essayer un autre aujourd'hui. Et puis si ça marche pas, il n'y aura pas de montage. Donc on verra bien. Donc je vais essayer. Ça s'appelle Filmorama ou Filmora Wonder, je sais pas trop quoi. Donc je vais essayer celui-là. Mais bon, ce sera pas un truc de ouf, hein. Souvent, je débute. Et à savoir que là, je suis en mode rodage. Alors, il y a une personne qui m'a demandé, oui, mais ça sert à rien que tu fais tes vidéos. T'as que deux ou trois personnes. C'est normal, puisque c'est pas. Mes vidéos ne sont pas au point. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que je suis pas connu. Je suis pas un mec connu. Et la troisième chose, je ne suis pas une fille. Et après, je fais beaucoup d'erreurs. Voilà. C'est pas encore au point. Mais de toute façon, on n'a pas des. À part si on est quelqu'un de très populaire, si, si on est le beau gosse du lycée, ou je sais pas, ou. On est un jeune, tout ça, on peut peut-être faire des vues. Et après, aussi, l'autre chose, c'est que ça dépend du sujet qui est traité. Si par exemple, je fais des vidéos, des vidéos sur les jeux vidéo ou sur les séries télé, forcément j'aurai plus de monde parce que ça touche plus de personnes. Mais il y a beaucoup de choses qui jouent, hein. Euh, et il y a certaines personnes qui font beaucoup de vues, mais il suffit par exemple qu'ils passent une fois à la télé et ça augmente le nombre de followers. Donc il y a des tas de critères qui font que pour le moment, bah, il n'y a pas beaucoup de monde. Et peut-être parce que je m'exprime pas forcément très bien. Vous voyez, des fois, je cherche mes mots, c'est pas terrible. Alors j'espère progresser à ce niveau-là, mais ça, on peut pas le savoir, hein. Voilà. Et après, ça dépend des sujets des sujets de mes vidéos. En avant, ça devrait évoluer, mais bon. Pour l'instant, on est comme ça, on va se contenter du très peu. Et de toute façon, c'est les vidéos zéro, les vidéos d'introduction. Et, et je me préoccupe pas de s'il y a beaucoup de monde qui me regarde ou non, quoi. Pour l'instant, c'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de me lancer dans ce projet-là. Et puis de m'améliorer évidemment si c'est possible. Et évidemment si les logiciels fonctionnent. Parce que pour l'autre logiciel, j'aurais pu le faire fonctionner. Mais le problème, il aurait fallu que je modifie. Comment on dit? Que je modifie la vidéo. Et ça prend encore du temps, hein. C'est-à-dire que, avant le montage, il aurait fallu que je le mette sous un format pris en charge par le logiciel. J'ai pas que ça à faire, hein. Il faut que je modifie le. Ça prend énormément de temps. Ah, je sais pas pourquoi ma webcam n'est pas prise en charge par le truc. Donc, pas de possibilité de faire de montage. Alors maintenant, pour ces deux vidéos-là, je vais tester un autre logiciel en espérant que ça fasse pas le même, que ça fasse pas la même chose. Non. Mais en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des montages parce faut pas oublier que je fais quand même trois vidéos de polonais et vous avez vu que les vidéos de polonais ça dure quand même un certain temps. Donc c'est pour ça que je me casse pas trop la tête. Là, je suis au début du truc.
Pour l'instant, c'est pas ma préoccupation de faire un truc de qualité. Après, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas. Là, je suis dans l'introduction. Vous savez que ça commence officiellement à partir du 1er mai. Mais là, comme j'avais trop de trucs à dire, je les ai mis en introduction. Donc là, on va découvrir le 48e du classement des corps célestes du système solaire selon leur taille, évidemment. Donc, forcément, les derniers sont les moins connus. Et bah, le 48e, il s'agit de, attention, ça va partir dans 15 instants, il s'agit du 67P Churyumov Gerasimenko. Et il s'agit d'une comète. Alors, je vais tout de suite. Alors, je vérifie si le micro fonctionne bien à chaque fois. Contrôle. Parce qu'une fois, je me suis fait avoir. J'ai fait une vidéo. Et au bout d'une heure. Parce que je peux pas me rendre compte en direct s'il y a un problème de son. Et puis, quand j'ai écouté la vidéo, ben. Il n'y avait pas de son. Donc, t'as 1 heure de vidéo pour rien. Hein. Alors, c'est parti avec le 67P Churyumov Gerasimenko, classé à la 48e place. Alors celui-là, il est... attends, je regarde... parce que je vais pas donner tous les chiffres, parce que ça va être chiant. Tac, tac. Oula, non, c'est même pas la peine. Bon, enfin, voilà, c'est 48e, c'est une comète. Alors, le 67P Churyumov Gerasimenko, surnommé Tchouri, est parfois abrégé en français en 67P TG ou 67P TG avec un tiret, hein, est une comète périodique du système solaire. Comme toutes les comètes aujourd'hui, elle est nommée d'après le nom de ses découvreurs, en l'occurrence les astronomes soviétiques, qui sont et désormais ukrainiens, Klim Ivanovitch Churyumov et Svetlana Ivanovna Gerasimenko, qui ont observé l'astre sur leur plaque photographique le 23 octobre 1969 dans la ville de Kiev. Alors, cette comète est la destination de la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne, lancée le 2 mars 2004. La comète a été atteinte le 6 août 2014. La sonde est entrée en orbite le 10 septembre 2014. L'atterrisseur Philae s'est posé sur la surface de la comète le 12 novembre 2014. Alors, la découverte. Au milieu de l'année 1969, plusieurs astronomes de l'Observatoire astronomique de l'Université de Kiev, en URSS, étaient en visite à l'Institut d'astrophysique d'Alma-Ata, qui se trouve au Kazakhstan, en URSS, l'URSS à l'époque, afin de conduire un relevé de comètes. Le 20 septembre, alors qu'il se trouvait toujours à Alma-Ata, Klim Ivanovitch Churyumov examina une plaque photographique de la comète 32P Comas Sola, prise le 11 septembre 1969 par Svetlana Ivanovna Gerasimenko. Il trouva un objet cométaire près du bord de la plaque et supposa qu'il s'agissait de Comas Sola. À son retour à Kiev, les plaques furent minutieusement inspectées. Pour chacune des comètes observées, la position précise fut déterminée, le diamètre de la chevelure, ce qu'on appelle la coma, fut estimé, ainsi que la magnitude photographique des comètes et de leurs noyaux. Le 22 octobre, ils se rendirent compte que l'objet repéré
ne pouvait pas être la comète Comas-Sola, car sa position différait de plus de 1,8 degré de sa position attendue, de la position attendue, d'après les observations réalisées par d'autres observatoires. Un examen plus attentif révéla une faible image de Comas-Sola à sa bonne position, proche de la limite de la plaque photographique, ce qui prouva que l'objet identifié par Churyumov était en réalité une comète qui n'avait pas encore été découverte. Ils estimèrent la magnitude de la nouvelle comète à 13 et rapportèrent une faible coma de 0,6 minutes d'arc de travers avec une condensation centrale d'environ 0,3 minutes d'arc. Bon, c'est des termes techniques, on va pas rentrer trop dans les détails, sinon on va plus rien y comprendre. Une faible queue s'étendant sur 1 minute d'arc à un angle de position de 280 degrés fut aussi rapportée. Alors maintenant nous allons parler de la trajectoire orbitale. Donc alors l'orbite de 67P Churyumov-Gerasimenko a significativement évolué au cours du temps. En effet, lorsqu'un corps céleste s'approche d'un autre corps céleste, sa trajectoire sera modifiée de par l'influence gravitationnelle qu'ils exercent l'un sur l'autre. La modification de l'orbite du premier sera d'autant plus grande que la masse de ce corps est faible, que la masse du second est grande et que la distance minimale d'approche est faible. Notamment, les orbites cométaires sont donc fortement perturbées lorsque la comète passe près des planètes Jupiter et Saturne. En l'occurrence, Churyumov-Gerasimenko s'est récemment approché 2 fois de Jupiter, en 1840 et en 1959. Depuis sa découverte, en 1969, la comète a été retrouvée à chacun de ses passages au périhélie. Le périhélie, ça veut dire au plus proche. Au plus proche du Soleil. Donc, on l'a retrouvée au plus proche du Soleil en 1969, en 1976, en 1982, en 1989, en 1996, en 2002, en 2009 et en 2015. Son prochain périhélie est attendu en 2022. Donc ça veut dire au moment où il s'approchera le plus près du Soleil. Alors, avant 1840, le périhélie, donc le moment où il est le plus proche du Soleil. Retenez bien, parce que le mot va peut-être revenir souvent. Je vais pas. Donc, le périhélie de Churyumov-Gerasimenko, avant son passage près de Jupiter en 1840, a été estimé à environ 4 unités astronomiques, donc calculé 4 fois 150 millions de kilomètres par rapport au Soleil, hein. Ce qui ne permettait pas de développer d'activité cométaire, rendant sa détection pratiquement impossible. La régression avant les années 1700 est hautement incertaine, et il demeure possible qu'il y ait eu d'autres périodes d'activité cométaire dans le passé. 1840, le rapprochement avec Jupiter. En 1840, Churyumov-Gerasimenko passa près de Jupiter et la gravité de la planète modifia l'orbite de la comète. Sa distance au périhélie passa alors à 3 unités astronomiques. Donc 3 fois la distance Terre-Soleil. 1959. Plus tard, en 1959, une autre approche de Jupiter modifia à nouveau son orbite, la distance au périhélie prenant sa valeur actuelle, c'est-à-dire 1,28 unités astronomiques. Ça se rapproche. Donc, une la distance Terre-Soleil. Donc, c'est par rapport au Soleil. Depuis lors,
la comète parcourt son orbite en 6,45 ans. Donc pour faire le tour du Soleil, la comète met 6,45 ans. 1969, périhélie, découverte et prédécouverte. En 1969, le périhélie de la comète eut lieu le 11 septembre, seulement quelques heures avant la photographie ayant permis sa découverte. La comète avait alors une période de révolution autour du Soleil de 6,55 ans. En plus des observations submentionnées ayant mené à la découverte de la comète, des images additionnelles furent trouvées sous une plaque exposée par Gerasimenko le 9 septembre 1969, antérieure donc à l'image ayant permis la découverte, ainsi que sous une plaque exposée par Gerasimenko le 21 septembre. La magnitude fut estimée à 13 sur la première et à 12 sur la seconde. 1976, périhélie, premier retour depuis la découverte. Le premier retour de la comète, après sa découverte, eut lieu en 1976. Le périhélie eut lieu le 7 avril et la comète avait alors une période de 6,59 ans. Cette apparition ne fut pas très favorable. La comète fut d'abord repérée par des astronomes de l'observatoire du mont Palomar en Californie, aux États-Unis, le 8 août 1975. Ils indiquèrent une magnitude nucléaire de 19,5. D'autres observations furent réalisées le 9 septembre, le 6 octobre et le 1er novembre, mais aucune description physique ne fut fournie. L'observation finale fut faite par des astronomes à la station Catalina du Lunar and Planetary Laboratory en Arizona le 7 décembre 1975. Alors, 1982, périhélie et passage près de la Terre. Le périhélie suivant eut lieu le 12 novembre 1982. La comète avait alors une période orbitale de 6,61 ans. En gros, ça veut dire que 6,61 ans plus tard, la comète se trouvait le plus proche du Soleil. En 1982, la position de la comète fut très favorable aux observations. La comète fut retrouvée par des astronomes de l'Observatoire national de Kitt Peak dans l'Arizona aux États-Unis le 31 mai 1982. Sa magnitude fut alors estimée à 19. Elle s'approcha au plus près du Soleil le 12 novembre à 1,3062 unités astronomiques, c'est-à-dire 195,4 millions de kilomètres de distance par rapport au Soleil, et au plus près de la Terre, le 27 novembre à 0,39 unités astronomiques, c'est-à-dire à 58 millions de kilomètres de distance. Là, c'est par rapport à la Terre. Donc, de façon intéressante, la comète continua de devenir plus brillante pendant le mois de décembre, alors qu'elle s'éloignait aussi bien du Soleil que de la Terre. Des astronomes amateurs reportèrent une magnitude totale comprise entre 9 et 9,5. Autour de Noël, Alan Hale, en Californie, aux États-Unis, put même détecter la comète avec des jumelles 10 x 50. La comète fut détectée pour la dernière fois le 13 mai 1983 par des astronomes de l'observatoire Oak Ridge dans le Massachusetts, aux États-Unis. 1989, périhélie. Le périhélie suivant eut lieu le 18 juin 1989. La comète avait alors une période orbitale de 6,59 ans.
Cette apparition ne fut pas particulièrement bonne pour les observations. La comète fut retrouvée le 6 juillet 1988 par des astronomes à l'observatoire Palomar en Californie aux États-Unis. La magnitude du noyau était alors estimée à 20. Elle ne suit que jusqu'au 12 septembre 1988, date à laquelle des astronomes à l'observatoire de Mauna Kea aux États-Unis à Hawaï lui trouvèrent une magnitude nucléaire de 18,6. La comète, passant à moins de 4 degrés du Soleil en mars 1989, et bien qu'elle pouvait être observée vers la fin de l'année 1989 et pendant la première moitié de 1990, aucune observation ne fut faite. Après qu'elle fut passée à moins de 3 degrés du Soleil en octobre 1990, la comète quitta l'éclat du Soleil et fut observée par des astronomes à l'Observatoire national de Kitt Peak aux États-Unis en Arizona le 15 et 16 octobre 1991. La magnitude nucléaire fut alors estimée à 21,8, voire même 22. 1996, encore une périhélie. Le périhélie, encore un périhélie plutôt. Le périhélie suivant eut lieu le 17 janvier 1996, vous comptez toujours plus 6. La comète avait alors une période orbitale de 6,59 ans. L'apparition de 1996 fut favorable, bien que la comète ne s'approchât pas à moins de 0,904 unités astronomiques de la Terre. Et ce périgée eut lieu le 7 octobre 1995. Donc un peu moins de 150 millions de kilomètres. La comète devint plus brillante que la magnitude 13 à la fin de l'année 1995 et sa luminosité apparente continua d'augmenter. La comète atteignit son périhélie le 17 janvier 1996 et sa distance au Soleil et à la Terre, augmentant après ceci, sa luminosité apparente continua d'augmenter pendant un mois. Après avoir atteint un maximum de brillance d'environ 10,5 en février, l'éclat de la comète diminua et devint moins brillante que la magnitude 13 à la mi-avril. Le diamètre de la coma, la queue, ne dépassa jamais 2 minutes d'arc pendant cette apparition. La comète fut détectée pour la dernière fois le 31 mai 1995 à une magnitude d'environ 22. 2002. Périhélie. Le périhélie suivant eut lieu le 18 août 2002. La comète avait alors une période orbitale de 6,57 ans. La comète fut retrouvée le 18 juin 2002. Sa magnitude fut estimée à 15. Sa magnitude atteignit environ 12,5 vers le début du mois d'octobre. La comète fut détectée pour la dernière fois le 14 mai 2005 à une magnitude de 22, voire même 23. L'Agence spatiale européenne annonça le 28 mai 2003 que la sonde Rosetta aurait une nouvelle cible, la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Et il y a eu une périhélie également en 2009, une en 2015. Alors, elle était à son périhélie le 13 août 2015 avec Rosetta en orbite et Philae qui se trouvait dessus. 2021, une nouvelle périhélie, c'est cette année en fait. Elle n'est pas encore venue. Donc, la comète devrait atteindre son prochain périhélie le 2 novembre 2021. Sa distance au Soleil sera alors de 1,21 unités astronomiques, c'est-à-dire à peu près à 150, 300, un peu moins de 200 millions de kilomètres par rapport au Soleil. Alors maintenant, nous allons parler de l'exploration.
La sonde spatiale Rosetta est lancée en 2004 pour explorer la comète courant 2014. Rosetta atteint l'orbite autour de Tchouri le 6 août 2014. Elle lance son atterrisseur Philae pour se poser sur la surface le 12 novembre 2014. Cependant, après être entré en contact avec la comète sur un site nommé Agilkia, anciennement le site J, l'atterrisseur a rebondi en raison de la défaillance du propulseur qui devait le plaquer au sol et de la défaillance des harpons qui devaient l'arrimer au sol avant de se poser à environ 1 km de distance sur le site baptisé Abydos. Le 14 février 2015, l'ESA modifie la trajectoire de la sonde Rosetta afin que cette dernière passe à seulement 6 km de la comète. On obtient alors des images avec une résolution atteignant 0,7 mètres par pixel. Rosetta survola la région Imhotep, située sur le plus grand lobe de la comète. On obtient alors les photos les plus détaillées jamais obtenues d'une comète. Rosetta a atterri dans une zone rocheuse et poussiéreuse baptisée Saïs, d'après l'ancienne ville égyptienne de Saïs, dans un temple de laquelle les chercheurs pensent que la pierre de Rosette, d'après laquelle Rosetta est nommée d'ailleurs, pourrait avoir été initialement affichée. Alors, quelles sont les caractéristiques physiques de cette comète? Alors, dimension et masse. Des clichés pris par le télescope spatial Hubble en mars 2003 ont permis d'estimer le diamètre de l'objet à environ 4 km. En juillet 2014, de nouvelles images prises par Rosetta révèlent un noyau bilobé, la partie la plus importante oblongue, faisant 4,1 multiplié par 3,2 multiplié par 1,3 km, et une partie plus petite et ronde, 2,5 x 2,5 x 2 km. Une hypothèse a été avancée que ce serait une binaire à contact d'une taille globale de 4 km sur 3,5. Alors, un petit corps binaire à contact, ça veut dire c'est un couple d'astéroïdes ou de noyaux cométaires qui sont en contact, soit joints directement par leur noyau solide, par exemple de l'orage ou de la glace, soit connectés par leurs souches de poussière jointes et communes. Ce qui fait que l'ensemble, ça forme une espèce de cacahuète. Voilà. En 2012, sa masse avait été estimée à 3,14 avec une erreur de plus ou moins 0,21 multipliée par 10 puissance 12 kg. Et sa masse volumique globale à 102 avec plus ou moins une erreur de 9 kg par mètre cube. Des nouvelles données de Rosetta indiquent la masse de 1 avec une erreur de plus ou moins de 0,1 multipliée par 10 puissance 13 kg. Et sa masse volumique à 400 kg par mètre cube. Alors, la rotation. La comète tourne sur elle-même en 12h04, entraînant une variation de densité de sa chevelure. À cause de l'inclinaison de l'axe de rotation de Churyumov-Gerasimenko, l'été sur cette comète durerait seulement 10 mois, alors que la période de révolution est de 6 ans. Donc, sur 10 ans, sur 6 ans, je veux dire, il n'y a que 10 mois d'été. La température. Selon les données du spectromètre Virtis, la température moyenne à la surface de la comète est de moins 40 degrés jusqu'à moins 70 degrés à 555 millions de kilomètres du Soleil, indiquant qu'elle est essentiellement composée de poussière
plus que de glace. Alors, la structure et les caractéristiques de surface. La chevelure. Alors, la chevelure est majoritairement composée d'eau, H2O, et de dioxyde de carbone, le CO2, mais aussi de monoxyde de carbone, CO, d'ammoniac, NH3, de méthane, CH4, et de méthanol, CH3OH. La sonde a également détecté des traces de formaldéhyde, HCHO, de sulfure d'hydrogène, H2S, de cyanure d'hydrogène, HCN, du dioxyde de soufre, SO2, de sulfure de carbone, CS2, et du dioxygène, O2. Par ailleurs, la présence de composés organiques jusqu'alors jamais détectés sous une comète a également été relevée. L'acétamine, CH3, CON, H2, l'acétone, CH3, CO, CH3, l'isocyanate de méthyle, H3, C-N, 2-C, 2-O, et le propanal, CH3, CH2, CHO. En mai 2016, il est annoncé la détection de glycine, le plus simple des acides aminés, ainsi que d'atomes de phosphore, deux substances utiles à la formation de protéines. Donc bon, ça c'est pour les chimistes. Alors maintenant on va parler du noyau. Alors la forme générale. La forme de la comète a été décrite comme ressemblant à celle d'un canard. La question de savoir si la comète est constituée d'un seul bloc ou bien si elle est composée de deux blocs distincts est restée plus ou moins en suspens, et l'hypothèse d'un objet binaire en contact, en forme de cacahuète, a même paru défavorisée à un certain moment. Cependant, le 28 septembre 2015, une étude de l'équipe de Rosetta confirme l'hypothèse selon laquelle le noyau de Chury serait le résultat de la collision à faible vitesse de deux comètes qui se seraient formées séparément. La forme de la comète a compliqué le choix de la zone d'atterrissage. Alors, la nomenclature. L'ensemble des structures à la surface de la comète font référence à l'Égypte antique. Donc il y a un tableau qui dresse la nomenclature avec les régions de la comète et les différents rochers. Donc maintenant on va parler de la géologie. La géologie de la surface de Churyumov-Gerasimenko est très diversifiée, ce qui ne facilite pas l'atterrissage de Philae. Vous savez, l'atterrisseur. Là. En effet, à cause de la surface très accidentée de la comète, l'atterrisseur a rebondi à 2 reprises avant de retomber dans un endroit peu ensoleillé, ce qui est à l'origine de la mise en sommeil temporaire de l'engin qui ne pouvait plus recharger ses batteries. Des images plus détaillées datant du 12 novembre 2014 montrent mieux la diversité des paysages avec des falaises atteignant 900 mètres de hauteur avec des zones plus lisses. Ce relief serait dû aux nombreux passages près du Soleil, à la chaleur du Soleil ou encore à sa formation. Cette comète serait très poreuse, contenant de 70 à 80% de vide et aussi très peu dense, avec une masse volumique d'environ 470 kg par mètre cube, comparable à celle du liège. Alors, les régions. Le noyau de la comète est actuellement divisé en 26 régions. 19 situées principalement dans l'hémisphère nord
et 7 dans l'hémisphère sud, séparés par des frontières géomorphologiques distinctes. Afin de suivre le thème de l'Égypte antique de la mission Rosetta, ces régions sont nommées d'après des divinités égyptiennes. Ces régions sont regroupées en fonction de la morphologie de la surface, c'est-à-dire selon leur type de terrain dominant. 5 catégories ont ainsi été identifiées. Des terrains couverts de poussière, mat, hache et babi, des zones composées de matériaux d'aspect fragile, avec des puits et des structures circulaires, 7, de grandes dépressions, Hamit, Nout et Aton, des terrains lisses, Hapi, Imhotep et Anubis, et des surfaces de matériaux consolidés d'apparence rocheuse, Mavdet, Bastet, Serket, Hathor, Anouket, Képri, Aker, Atum et Apis. Les régions de la tête, le petit lobe, ont reçu des noms de divinités de sexe féminin. Celles du corps, le grand lobe, ont reçu des noms de divinités de sexe masculin. Et celles du cou ont reçu des noms de divinités du Nil. Donc on a différentes régions avec le type de région, l'hémisphère où la région se trouve. Ensuite, le lobe, s'il s'agit d'une tête ou faisant partie du corps de la comète. Et le pourquoi on les a nommés ainsi. Donc c'est tout un tableau avec toutes les régions. On va pas tous les citer, on en a plus ou moins parlé. Hein. Voilà. Alors, la fissure. Au niveau de la partie la plus étroite de la comète se trouve une fissure. Déjà repérée au mois d'août 2014 sous les images de la caméra de navigation de Rosetta, celle-ci a été confirmée par des photos résolues de la caméra Osiris. Cela ne signifie pas nécessairement que la comète va se scinder en deux, mais cet événement n'est pas non plus à exclure. Alors, les rochers. Le 6 août 2014, alors que la sonde Rosetta survolait la surface de la comète à 130 km d'altitude, un rocher d'environ 45 mètres a été repéré à la surface du plus grand lobe du noyau. Ce bloc a été nommé Khéops, Khéops en anglais, en référence à la pyramide éponyme, c'est-à-dire portant le même nom. Le 19 septembre 2014, la sonde Rosetta était située à 28,5 km du centre du noyau et l'instrument Osiris a alors pris des photographies des paysages chaotiques de la comète. En particulier, l'instrument a imagé le rocher Khéops à une résolution atteignant 50 cm par pixel. L'image prise permet de voir les aspérités du rocher sans pour autant avoir d'informations sur sa nature physico-chimique. Néanmoins, certaines parties du rocher apparaissent claires alors que d'autres semblent aussi sombres que le milieu où il est posé. Selon Holger Sierck de l'Institut Max Planck de recherche sur le système solaire, on dirait presque que de la poussière qui le recouvrait, donc le rocher, s'est installée dans les infractuosités. Mais il précise qu'il est encore trop tôt pour en être certain. À proximité de Khéops, ont été repérés 2 autres blocs plus petits. L'ensemble est rassemblé sous le nom de groupe Gizeh, nom également choisi en référence à l'ensemble de pyramides homonymes. D'autres rochers parsèment la surface du noyau, en particulier le cou du noyau cométaire, on compte de nombreux. Leur composition, leur densité, ainsi que leur stabilité restent à ce jour inconnues. De même, on ne sait pas encore comment ces rochers sont arrivés à leur position actuelle. Ils pourraient avoir été exposés par l'activité de la comète ou s'être déplacés en suivant le champ de gravitation. Alors, les fossés. Pas moins de 18 fossés ont été repérés dans l'hémisphère nord de la comète. MAT 01,
02, 03 et 04, Bastet 01, 701, 02, 03, 04, 05 et 06, H01, 02, 03, 04, 05 et 06 et Hathor 01. Math 02 a par la suite été renommé Der el Medina, d'après une fosse dans une ancienne ville égyptienne du même nom. La sonde Rosetta s'est posée entre Der el Medina, Math 02 et Math 03. Eau et matière organique. Lorsque l'atterrisseur Philae est arrivé sur la comète, il a découvert que l'eau à sa surface a une composition isotopique différente de celle des océans terrestres. En effet, l'eau de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko possède un rapport isotopique DH plus élevé que l'eau terrestre. Donc il est de l'ordre de 5,3 à plus ou moins 0, avec une erreur de plus ou moins 0,7 multiplié par 10 puissance moins 4 contre environ 1,5 multiplié par 10 puissance moins 4 pour l'eau terrestre. Ce qui remet en cause l'hypothèse selon laquelle l'eau présente aujourd'hui sur Terre serait issue de comètes. Cependant, les conséquences déduites de cette mesure doivent être considérées avec prudence. Le fait que la comète Churyumov-Gerasimenko soit plus riche en deutérium ne signifie pas que toutes les comètes sont dans ce cas de figure. Ah, c'est deutérium-hydrogène, ok. Je comprenais pas le rapport DH. Ok. La matière organique représente près de 40% de la masse du noyau de la comète Chury. Selon une étude de 2017, elle serait d'origine interstellaire et donc antérieure à la formation du système solaire. En 2017, aussi, la molécule CH3Cl, le chlorométhane, a été détectée par le spectromètre Rosina à bord de la sonde Rosetta. Cette molécule avait été proposée comme un possible marqueur de vie au cas où elle serait détectée dans des atmosphères d'exoplanètes rocheuses. Sa découverte dans des lieux antérieurs à l'origine de la vie, également la même année, autour de la proto-étoile de type solaire IRAS 16293-2422, indique que d'autres biomarqueurs plus définitifs devront être utilisés pour conclure à la présence de vie sur d'autres planètes. Alors, je vérifie un truc avant de continuer. Ok, super, c'est fini. Alors, l'activité. L'activité de Churyumov-Gerasimenko n'est pas uniforme sur la surface du noyau. 3 zones d'activité importantes ont été détectées lorsque la comète s'est activée en 2009. L'activité de cette comète pourrait monter rapidement, ce qui pourrait causer des problèmes à Rosetta. L'équipe de Rosetta préfère donc éloigner la sonde au cas où l'activité de Churyumov-Gerasimenko devienne dangereuse pour la sonde. Cette comète a la particularité que même lors de son pic d'activité, environ 1 mois après son périhélie, elle n'est pas très lumineuse avec une magnitude apparente ne descendant pas en dessous de 12. Cette comète éjecte beaucoup de poussière en proportion de la quantité de gaz libérée. En mars 2002, son activité doit être à environ 60 kg de poussière par seconde, mais des valeurs jusqu'à 220 kg par seconde ont été relevées en 1982 et 1983. Alors, les modifications. Le maintien en orbite de la sonde Rosetta pendant 2 ans a permis d'observer l'évolution de la surface de la comète 67P.
En comparant les images obtenues par la caméra Osiris NAC 1 avant et après le passage au Périhélie, de décembre 2014 à juin 2016, de nombreuses modifications ont été détectées. Localisées en plusieurs endroits et liées à l'activité cométaire, elles sont de nature variée. Érosion de falaises sur plusieurs mètres, développement de fractures préexistantes, mouvement de dunes, déplacement de blocs de taille supérieurs à 20 mètres, et transport de matière, laissant apparaître de nouvelles structures morphologiques. La surface de la comète n'est cependant affectée que marginalement, et certains changements ne sont que transitoires. Ils apparaissent quand la comète se rapproche du Soleil et disparaissent quand elle s'en éloigne. Donc, bah voilà, c'est terminé. J'espère qu'il n'y a pas une panne parce que là, voilà, c'est fini. 46 minutes de vidéo. Donc, on se retrouvera prochainement avec la 47e place. Allez, ciao!